Yop les fans de biathlon, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 enseignements du premier week-end de compétition. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que cette étape d'ouverture du côté d'Östersund en Suède s'étale sur la durée. Elle se terminera le week-end prochain, une sorte de petit championnat du monde dans les faits. Je me voyais mal arriver le lundi comme une fleur en vous disant allez hop, on fait le débrief, ça n'aurait pas été productif. Donc du coup, on se retrouve une première fois en ce mercredi, jour de relais féminin. Et je vous donne la composition, bien sûr c'est gratuit, ne me remerciez pas. On commencera avec Lou Jean Monod pour ouvrir les hostilités qui donnera le relais à Chloé Chevalier, pourtant auteur d'une très mauvaise individuelle mais reconduite en qualité de seconde relayeuse, qui elle-même donnera le relais à Justine Breza-Bouchet pour donner le fameux dernier bâton à Julia Simon. Et oui, la vainqueur sortante du Gros Globe de Cristal. J'ai vu au moins 30 articles quant à cette réunion Justine Breza-Bouchet, Julia Simon, depuis qu'on a connu les compositions, comme si le staff n'allait jamais les associer en cette saison 2023-2024. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, on a vécu un week-end mitigé. Si le samedi, on a été en verbe avec les fameux relais single mixte et relais mixte, avec d'abord une 3e place avec l'association Fabien Claude, Julia Simon, et une victoire sur le relais mixte. Et oui, face à la Norvège, on prend, c'est toujours croustillant, avec une Lou Jean Monod extrêmement solide face à Egrin Todrevold. Elle a fait craquer la Norvégienne sur le dernier tir debout. Et une Justine Breza-Bouchet extraordinaire, 10 sur 10. Face au cible, elle a été touchée par la grâce avec un temps de ski absolument impeccable. Le dimanche, ça a été une autre paire de manches. On le sait, dans le biathlon et dans le sport de manière générale, la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain. Et on l'a appris une nouvelle fois à nos dépens, avec des individuels de manière globale catastrophique pour les Français. Seulement un top 10 recensé, et oui, sur les 2 courses, celui d'Emilien Claude. C'est certainement celui qu'on attendait le moins, auteur d'un 20 sur 20, un tir parfait. Il a d'ailleurs embelli la stat générale des Français face au cible, qui est seulement de 83%. Maigre consolation, même s'il a sauvé la Maison Bleue, tant on attendait bien autre chose. On avait quand même au départ le retour de Justine Breza-Bouchet, Lou Jean Monod, qui est annoncé comme étant vraiment en gros progrès. Également Julia Simon, vainqueur sortante du classement général de la Coupe du Monde. Quentin Fillon-Maillet, qui voulait une revanche par rapport à la saison dernière, avec cette envie d'aller chercher Johannes Stignesbø sur certaines courses. Emilien Jacquelin, qui est revenu après une pause d'assez longue durée, qui lui aussi avait les dents qui rayaient le parquet. Et malheureusement, on a choc complet notre première course individuelle. Alors certains sont déjà inquiets, au-delà de la prestation sur le tir, inquiets aussi quelque part des temps de ski de manière générale, puisque oui, les Français et les Françaises, surtout nos filles, sont assez loin du temps stratosphérique d'Elvira Heuberg. Si Justine Breza-Bouchet a été l'arbre qui a caché la forêt, puisque seulement 11 secondes de retard sur le temps supersonique de la Suédoise, Julia Simon est à plus d'1 minute 30, Lou Jean Monod à plus d'1 minute 47 et Sophie Chauveau à près de 2 minutes au niveau des temps de ski, mais en termes de place, et c'est quand même un petit peu moins significatif, puisque Julia termine 8e au niveau du temps de ski, 12e pour Lou et 15e pour Sophie sur les planches. Ça a plutôt avancé face à la concurrence. Et chez les hommes, c'est un petit peu moins marqué, avec un Emilien Jacquelin qui termine à 46 secondes de retard sur le temps supersonique d'un autre Suédois, Sebastian Samuelsson, très en forme en ce début de saison, comme pratiquement chaque année à domicile. On a également un Fabien Claude qui a terminé 5e temps de ski avec 51 secondes de plus que celui de Sebastian Samuelsson, et Quentin Fillon-Maillet qui est à plus d'1 minute sur les skis avec le 9e temps. Bref, certains ne sont pas totalement rassurés quant à la vitesse de déplacement de nos représentants tricolores. Mais moi, à titre personnel, je vais pas vous le cacher, je suis peut-être un petit peu moins inquiet que la moyenne, et je vais vous expliquer pourquoi. Certains ne le savent peut-être pas, mais durant la pré-saison, les Français privilégient les stages en altitude à Bessoin, à Font-Romeu, et ils les multiplient ces dernières années justement en préparation des Jeux Olympiques 2026 qui auront lieu en Italie et qui se dérouleront à plus de 1600 mètres d'altitude. Et forcément, on est obligé de se préparer en amont pour habituer le corps et l'esprit, surtout le corps, à l'exigence de l'altitude. Et quand vous multipliez ces stages en altitude, vous laissez pas mal d'influx nerveux et vous avez du mal à récupérer. Vous arrivez souvent fatigué pour la première étape de Coupe du Monde qui se déroule généralement en Scandinavie, là où les Suédois et Norvégiens performent, puisqu'ils retrouvent les conditions dans lesquelles ils se sont toujours entraînés. Et à Östersund, forcément, le fossé se creuse entre les nations scandinaves et les nations de l'Europe, même si on l'a vu, les Allemands arrivent à performer. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc à titre personnel, je suis pas forcément plus inquiet que ça par rapport au temps de ski des Français, puisque par rapport à la concurrence, ils sont déjà
plutôt bien placé, même si assez loin des meilleurs temps de ski des Scandinaves. Et puis surtout, ils vont dès, à mon avis, le week-end du côté d'Orfilsen, mais surtout lors du week-end de Lenzerheide, qui est remplacement du Grand Bord Nord, à mon avis, retrouver la plénitude de leurs moyens physiques, puisqu'on le sait, c'est aussi une façon de tenir toute la saison. En revanche, je suis un petit peu plus inquiet par rapport à la prestation au tir, puisque s'il y a eu un 20 sur 20 d'Emilien Claude, qui est clairement le score qui cache la forêt, derrière, c'est des 17, des 16, même des 15 sur 20 pour certains, et ce n'est pas ce qu'on peut qualifier de tir de bonne qualité. Je rappelle les notations, 20 sur 20, c'est un tir parfait, 19, c'est un très bon tir, 18, c'est un bon tir, en dessous de 18, ça commence à devenir compliqué. Mais encore une fois, je préfère qu'on soit en difficulté derrière la carabine plutôt que sur les skis. Parce que si vous avez une mauvaise forme sur les skis, vous pouvez traîner cette mauvaise forme sur 2, 3, 4 semaines et possiblement amputer vos bons résultats sur 2, 3, 4 week-ends de Coupe du Monde. Alors que sur le tir, eh bien quelque part, vous pouvez corriger vos erreurs d'une course à l'autre pratiquement. Donc ça sera peut-être intéressant, et j'imagine qu'ils l'ont déjà fait, eh bien d'analyser leur tir, savoir si c'est clairement un mauvais réglage de base, si on n'a pas réussi à s'adapter, c'est-à-dire à cliquer, si on a vu qu'il y avait des changements de météo, si au contraire on a mis des coups de doigt, si on s'est trop précipité, ou si au contraire on a cogité. Vous superposez le tir de Justine Reza-Bouchet et le tir de Johannes Stignesbo, notamment sur les deux bouts, vous voyez un contraste. Vous voyez un Johannes Stignesbo qui envoie vraiment sa maman sur les 10 balles qu'il met debout, et vous voyez une Justine Reza-Bouchet qui cogite, qui se reprend parce qu'on commence justement à trop penser. Donc quand on fera l'analyse de tout ça, ça permettra certainement de corriger le tir sans mauvais jeu de mots, notamment pour les relais aujourd'hui, mercredi pour les femmes, demain pour les hommes, et puis bien sûr en vue des sprints et des poursuites le week-end prochain, puisque je rappelle que le sprint conditionne bien sûr une grande partie de votre poursuite, qui est justement la discipline de prédilection de notre ami Julia Simon et de Quentin Fillon-Maillet, qu'on attend bien sûr au tournant, nos deux leaders incontestés et incontestables de cette fameuse équipe de France. Si nous on a vécu un week-end mitigé, ça n'a pas été le cas des Norvégiens. Les Norvégiens qui ont réalisé des prestations très solides, notamment chez les filles, et encore bien sûr chez les hommes. Mais en revanche, on attendait peut-être un Johannes Stignesbo un petit peu mieux. Et oui, Johannes Stignesbo, auteur d'un 18 sur 20, il en a laissé un petit peu sur le pas de tir. Et puis surtout, troisième temps de ski. Ce n'est même pas le meilleur temps sur les planches côté norvégien, puisqu'il est à mettre au crédit d'un autre Johannes, Dallé, le bien nommé. Alors malgré 34 secondes de retard sur les planches face au temps stratosphérique de Sebastian Samuelsson, et malgré 2 minutes qui se sont ajoutées à son temps, Johannes Stignesbo réalise une belle prestation, puisque troisième derrière un double allemand dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et cette prestation de Johannes Stignesbo, battu par deux garçons qui ne sont pas des méga stars, également battu en temps de ski par Sebastian Samuelsson et pas qu'un peu, eh bien va confirmer ce que je vous avais dit lors de la vidéo présentation de la saison, à savoir que Johannes Stignesbo cette année ne dominerait pas autant que ce qu'il avait pu le faire l'an dernier. On se souvient, la saison dernière, on a vu une concurrence décimée, un Quentin Fillon-Maillet à côté de ses pompes, un Emilien Jacquelin qui clairement a vécu la pire saison de sa carrière, et puis des Suédois, Ponsiluoma et Samuelsson, qui clairement n'étaient pas capables de tenir en termes de régularité tout au long de la saison. Alors certains ne veulent pas tirer de conclusions trop hâtives par rapport, on le rappelle, à cette prestation de Johannes Stignesbo sur les skis, parce qu'ils ont vu des Norvégiens en difficulté sur les planches, notamment Christiansen, et sur la Holmlagrid qui termine à plus d'1 minute 40 du meilleur temps, et à plus de 2 minutes 30 pour le dauphin au général la saison dernière de Johannes Stignesbo. Donc certains y voient peut-être potentiellement un problème de fart. On sait que cette année, le fluor est interdit puisque ça avait des effets néfastes pour l'environnement et pour la santé, et peut-être qu'il y a eu un problème de glisse. Mais à titre personnel, je n'y crois pas du tout en ce qui concerne Johannes Stignesbo, puisqu'on est un petit peu, j'ai l'impression, dans la continuité de ce qui s'est passé lors du relais mixte, à savoir qu'on voit un Johannes Stignesbo très performant sur les skis, mais qui ne fait plus l'écart comme il le faisait l'année dernière. Souvenez-vous, même sur les courses en confrontation directe, Johannes Stignesbo sur une Mastart, il était capable de prendre 15 secondes à tout le monde dès le premier tour et s'installer tranquillement sur sa premier tir avec 10-15 secondes d'avance sur son dauphin. Là, clairement, il n'était pas capable de le faire lors du relais mixte. Il a mis seulement 6 secondes à l'ami Emilien Jacquelin sur 3 boucles de 2 km. Donc le fait que Johannes Stignesbo soit moins dominant puisque plus de concurrence en ce début de saison, très clairement, c'est un constat, comme d'ailleurs c'est un constat de retrouver l'équipe d'Allemagne en force. Ça a été un dimanche allemand du côté d'Östersund avec
un doublé chez les hommes. Et oui, Roman Reigns devant Julius Strelo, qui se sont payés le scalp, excusez du peu, du quadruple vainqueur de la Coupe du Monde, Johannes Tignesbø. Et puis, ça a été aussi un doublé allemand chez les femmes, juste derrière Elisabeth Özzi, qui, on le rappelle, s'est offert une 4e victoire en carrière, 2e place pour Francesca Preuss, 3e place pour Vanessa Voigt. Alors, on le sait, l'équipe d'Allemagne n'ont pas de crack générationnel ou de méga stars en ce moment, mais c'est avant tout un collectif. On est très loin des Laura Dahlmeier, Heil Pfeiffer ou Simon Schempp, ou si on remonte encore un petit peu plus loin, des Michi Grice, des Sven Fischer, des Magdalena Neuner, des Andrea Hinkel ou des Cathy Willem, mais on a un collectif et on a une équipe allemande qui est en train de se restructurer, qui est en train de progresser d'année en année. On voit l'émergence de cette équipe d'Allemagne sur ces 3-4 dernières saisons, emmenée notamment par un Benedikt Doll qui a été pendant assez longtemps le leader de l'équipe d'Allemagne avec Arne Pfeiffer avant que ce dernier prenne sa retraite. Et c'est vrai que ce renouveau allemand, on le voit et on peut s'assurer, en tout cas d'une chose, c'est que même s'il n'y aura pas d'individualité très forte pour aller jouer le classement général de la Coupe du Monde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est avec certitude que je vous annonce qu'il y aura toujours des Allemands très bien placés, que ce soit en relais ou sur les courses individuelles chez les femmes et chez les hommes. Il y en aura toujours un pour en cacher un autre, et c'est un renouveau à titre personnel qui me fait grandement plaisir, parce que oui, la bataille avec les Norvégiens et les Suédois, c'est bien, mais de voir des nations aussi d'Europe centrale pouvoir commencer à se rebattre au plus haut niveau, à titre personnel, je trouve ça plutôt sympathique, ça va épicer les hostilités. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce premier week-end de compétition, je me ferai un plaisir bien sûr de vous lire. Si la vidéo vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, vous connaissez désormais les bails, ça aide au référencement de la chaîne. Nous on se retrouve très prochainement bien sûr pour une nouvelle vidéo de sport et bien sûr de biathlon. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.